volonté de participation à cette demi-journée d'études qui va être consacrée au printemps arabe, 10 ans après les réalisations et les horizons. Donc, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes ici présentes d'avoir libéré un peu de leur engagement, de leurs obligations et d'être venus. On sait très bien que ce genre de rencontre scientifique exprime le désir et la volonté des personnes qui s'intéressent au débat, qui s'intéressent au savoir, qui s'intéressent aux interactions qui pourraient être entre des étudiants et des enseignants, et entre les enseignants aussi. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à notre doyen, professeur Latif Koumat, qui, on ne le répétera jamais assez, était toujours là à nous soutenir chaque fois qu'on le sollicite lors de l'organisation de ce genre d'événements. Donc je tiens, au nom de l'équipe du master en droit de l'homme, au nom du professeur Hachmouni, le coordonnateur du master, qui d'ailleurs par occasion vous présente ses excuses. Donc il était pris par un engagement familial de dernière urgence. Donc veuillez accepter ces excuses. Donc je reviens, professeur Koumat, qui chaque fois qu'on le sollicite répond d'une manière spontanée, d'une manière délibérée, d'une manière volontaire à toutes nos sollicitations. Je le remercie infiniment. Je remercie aussi toutes les personnes ici présentes, les enseignants qui sont là, nos amis et collègues qui sont là, les étudiants qui sont là, les professeur Mohamed Sahan, qui vient de Marrakech, professeur de l'enseignement supérieur, professeur de droit international, de relations internationales, professeur Malim Chouki, qui nous vient de l'université Mohamed V, la faculté des sciences juridiques et sociales sur ici. Je remercie également le professeur Sabri Al-Nouri, qui vient d'annoncer le programme de cette demi-journée. Merci. Merci, chers collègues, professeur Fratelli. Merci, bien sûr, à toutes les personnalités qui se présentent avec nous, notamment nos collègues, nos étudiants, nos invités, nous honorer par cette participation à cette rencontre, je dirais hautement symbolique, parce qu'effectivement, nous fêtons pratiquement 10 années après les événements du printemps de 2011, et puis après le discours également, disons, après le discours royal, qui a été initiateur d'une réforme structurelle de notre pays à travers la mise en place d'une nouvelle constitution. Et c'est vrai, pour que faculté qui s'est toujours intéressée au débat, d'une manière générale, au débat qui intéresse notre pays, et tout particulièrement les thématiques qui sont en relation avec nos domaines d'enseignement et de recherche, et bien évidemment deux dimensions fondamentales me reviennent. Tout d'abord l'aspect constitutionnel, qui connaissent les questions d'une manière, je dirais, tangible, d'une manière réelle. C'est bien également de croiser le point de vue académique avec le point de vue de praticien sur le terrain. Et donc c'est également une des fondements, des choses positives de ce genre de rencontre. En tout cas, c'était pour moi un plaisir et un honneur de participer avec vous une partie, parce que j'ai un autre engagement à l'extérieur dans une autre, je vais participer à une partie du débat. Et bien évidemment, je suis certain que Charles à l'origine, excusez-moi, à l'origine des soulèvements se trouve donc une détresse socio-économique ainsi qu'une marginalisation de la jeunesse arabe qui va au-delà d'une simple rébellion de jeunes éduqués contre des règles autoritaires. D'une part, les facteurs démographiques et culturels menant à un chômage de masse ont constitué l'une des problématiques les plus cruciales.
Le taux de chômage a aussi détérioré les conditions de transition de l'enfance à l'âge adulte, touchant les structures sociales et provoquant une frustration que la jeune génération de ce début du XXIe siècle était plus prête à accepter. D'autre part, et de manière plus pragmatique peut-être, ces régions ont connu une augmentation de l'indice des prix des aliments de base, allant de pair avec une pauvreté qui touchait progressivement toutes les couches de la population. Les oligarchies autoritaires au pouvoir n'ont pas su ou n'ont pas été enclines à introduire les manifestations violentes avaient commencé et que, contrairement à ses précédents, sa révolte est encore d'actualité aujourd'hui. Pourquoi l'effet domino n'a touché que certains pays et a épargné d'autres? En d'autres termes, pourquoi l'effet domino a été aussi sélectif que ça? Aujourd'hui, les printemps arabes en 10 ans. 10 ans, ce n'est pas rien. Un pouvoir politique qui n'avait pas sur le manuel comment faire face à une révolution intense en 24 heures. Nous vivons toujours l'incertitude de l'utilité de ces bouleversements qu'ont connus les pays arabes. Mais une chose est sûre, depuis 2010, tout a changé. Je vous invite aujourd'hui à voyager avec moi dans le temps pour qu'on se mette réellement dans le contexte. Avant d'entamer notre sujet et donner une définition du printemps arabe, il serait judicieux de savoir que la stabilité d'un système politique et sa pérennité sont tributaires de sa capacité de maintenir son équilibre, de préserver la cohésion sociale et de répondre aux exigences des sujets. Il faut savoir qu'un système politique tourne dans un circuit fermé, où les feedbacks permettent à ce dernier de s'informer en vue de faire face aux différentes exigences formulées par son environnement, et ce, en faisant appel à ses ressources afin de surmonter toute défaillance due aux surcharges exogènes ou endogènes, qui peuvent altérer son fonctionnement. Cette boucle de rétroaction dévoile la capacité d'un système politique donné de rééquilibrer sa situation face aux tensions subies. Alors, le monde arabe, il a été fortement ébranlé en 2011 par un mouvement de nature inédit, issu des sociétés qui contestent les modalités de gouvernement autoritaire auxquelles elles sont soumises depuis plusieurs décennies. Parti de Tunisie, ce mouvement gagne rapidement l'Égypte, puis plusieurs pays du Maghreb et du Moyen-Orient. L'incertitude règne encore quant à l'issue des changements, soit que les régimes aient réussi. Le printemps arabe est un ensemble de contestations populaires, d'ampleur et d'intensité très variables, qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. L'expression de printemps arabe fait référence au printemps des peuples de 1848, auquel il a été comparé tout comme le printemps de Prague. Ces mouvements révolutionnaires nationaux sont aussi qualifiés de révolution arabe, de révolte arabe ou encore de réveil arabe. Certains vont jusqu'à parler d'une révolution Facebook, Twitter, voire d'une révolution 2.0. Si vous voulez, les travaux de cette demi-journée, et je donnerai la parole aux enseignants, je donnerai la parole aux personnes invitées ici dans le cadre de cette rencontre. Et ça va être l'occasion d'interpeller les idées, d'être dans l'ordre de la pensée, se retirer, se distancier par rapport aux événements, par rapport à l'empirisme, et d'essayer de planer, de monter là-haut, d'essayer de comprendre un peu les mécanismes, d'être dans l'ordre des idées pour comprendre ce printemps arabe, ou bien ces printemps arabes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et pour cela, j'ai le plaisir de donner la parole au premier professeur Mohamed Sahab, donc mon professeur Mohamed Sahab, qui va essayer de nous interpeller, de nous emmener à penser ce printemps arabe de manière un peu plus profonde, de manière plus pensée. Donc je suis certain que ces propos seront d'une grande utilité, d'une grande, si vous voulez, aide pour la compréhension de ce qu'on appelle le printemps ou bien des printemps arabes. Donc vous avez la parole, professeur. Merci, professeur Paquet. Merci, monsieur Marino. Chers collègues, chers étudiants.
le tunisianisme du monde arabe. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de tunisianisme du monde arabe. Chaque État, chaque pays, chaque peuple, chaque nation a ses spécificités. Il a ses conditions socio-économiques, politiques, etc. Donc, lorsqu'on dit comme ça, c'est une façon de s'exprimer qui n'a pas une valeur, qui n'a pas une dimension académique et scientifique. L'histoire se défait des raisons logiques. Autrement dit, l'histoire se fait elle-même, avec des acteurs. Mais en même temps, il se fait elle-même. On peut produire des revendications, on ne peut pas les avoir toutes. Il restera toujours quelque chose dans le débit, évidemment, de la contestation. Et donc, l'histoire continue elle-même. Et je pense qu'il a des raisons de le dire, peut-être dans la production aussi, pour être évidemment dans l'évolution et la participation citoyenne de tout ce qui concerne évidemment la société, sur le plan civil et également sur le plan politique. Je dirais en plus que c'est une donnée historique vécue partout dans le monde. Ainsi se pose la grande question des rapports dans la gouvernance réelle de l'autorité et de la liberté. Dans les 4 cas cités concernant le monde arabe, je reviens à la question du rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Dans la séparation du pouvoir, finalement, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Il y a une collaboration très importante. Il doit rechercher des conciliations entre les autorités et les libertés exprimées par les individus de la politique. Les blocages étaient aussi liés aux acteurs politiques qui n'avaient pas une réelle prise donc, de représentativité sociale, etc. Et alors, on peut faire une petite conclusion sur ce que je viens de dire. Des situations dramatiques vont se produire d'après les forces en présence et donc ce qui va constituer donc, par la suite des débats énormes et une perte énorme de l'histoire de ces pays. En ce qui concerne notre pays, le Maroc, Daniel Ben, lorsqu'il avait dit par rapport à la question de l'insécurité que vous avez soulevée, que les États sont considérés plus grands lorsqu'on parle de sécurité, mais ils sont devenus plus petits pour traiter les problèmes au niveau de la société. Et ça, c'est dans un contexte libéral, on le comprend très bien que les États arabes sont en train de se chercher par rapport justement à ce rapport que vous avez décrit de l'autorité et de la liberté, de cette conjugaison, si vous voulez, entre une autorité des gouvernants et une liberté défendue par le droit constitutionnel, par le juge constitutionnel. Et je pense que c'est tout la tâche qui devrait être. Une majorité organisationnelle par rapport au mode de protestation classique depuis 1965 à 2000, qui était brutal, spontané et limité dans le temps. On peut clarifier cette majorité pour 2 raisons. D'abord, la nouveauté des outils de communication utilisés par les leaders et les militants des coordinations locales du mouvement qui ont fait des réseaux, et notamment sur Facebook, à l'inverse des mouvements classiques qui se concrétisaient à partir de la société réelle. Donc on parle de la société virtuelle ou l'espace public numérique qui sont alors à l'origine du mouvement, d'où le poids des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La deuxième raison de la majorité de ce mouvement, c'est l'existence d'un climat idéologique international favorable qui avait aidé les jeunes Marocains de véhiculer une
une représentation différente du politique et de l'engagement en dehors de la bénédiction des partis politiques vers une nouvelle légitimité fondée sur l'ambition d'une séparation réelle des sphères et des montations. En même temps, le mouvement 20 février a connu certaines limites au niveau de son mode organisationnel. La question de décentralisation dans la prise des décisions par groupe et par conséquent, ces insuffisances et ces faiblesses vont être à l'origine des effets négatifs sur les perspectives de l'avenir du mouvement. On passe maintenant à la deuxième idée concernant les effets des revendications du mouvement 20 février sur la scène politique nationale. Le premier objectif politique revendiqué par ce mouvement était la mise à mort de la peur du régime. L'action de ce mouvement nous renvoie à la dialectique des rapports, comme il a dit notre cher professeur Han, à la dialectique des rapports croisés de l'autorité et de la liberté dans la possibilité de la formation de l'État de droit au Maroc. Le second objectif politique concerne la dissolution du gouvernement et du Parlement, ainsi que l'abrogation de la Constitution de 1996 et la revendication d'une nouvelle Constitution démocratique votée par une Assemblée constituante élue démocratiquement et l'exigence d'une réforme du régime politique. Il s'agit de l'installation d'une monarchie parlementaire et d'une vraie séparation des pouvoirs. Une revendication qui constitue la caractéristique principale du mouvement 20 février au Maroc. À cet égard, on doit souligner le caractère pacifique de ce mouvement qui considère que la monarchie n'est pas le seul obstacle à la démocratisation du système, mais il faut d'abord promouvoir et consolider l'État démocratique et moraliser la vie publique. Ce qui nous permet de dire que cette position du mouvement était lue comme un soutien inconditionnel de la monarchie au Maroc. Comme effet direct du mouvement du 20 février, on doit souligner ainsi la première réaction officielle et directe aux revendications. إسقاط حكومات بقوى القانون. كل هذه المؤشرات يجب دعمها وإرشادها من خلال إرساء ثقافة حقوقية في منظوماتنا التعليمية داخل المجتمع المدني. كما أن دعم المنظومة التشريعية والدستورية في مجال حقوق الإنسان يكون من خلال الارتقاء بأحكامها من القواعد المكملة إلى القواعد الملزمة. فإذا كان البعض يرى أن الربيع العربي خلق خلل في المجتمعات العربية من فوضى وأزمة متعددة الجوانب وتراجع في جوانب ومجالات مهمة، فقد يكون هؤلاء محقين. إذا ما نظرنا للرسم البياني في جزئياته وليس نظرة كلية عليه، قد ننظر للمنحدر دون النظر للارتقاء في الصورة الكلية الأخرى. والبعض قد ينسى أن العديد من الثورات أنجبت العديد من الوثائق المرجعية والفلسفية في مجال حقوق الإنسان على وقع الدماء والدمار malheureusement. كمثل للثورة الفرنسية مثلا التي أنجبت الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، وكذا الثورة البريطانية التي كانت ولادتها ولادة كما تعرفون ولادة قيصرية عسيرة، وبعد فترة وجيزة من انتهاك الثورتين الفرنسية والبريطانية بدأ الاستقرار. فحينما نتكلم عن أحداث عام 2011 فإنها تذكر أن تأكيد المرء على حقوقه في مواجهة. Des fois, ce genre de rencontre est un peu lourd. Vous allez vous sentir fatigué, vous allez sentir un petit peu... Mais c'est
C'est votre destin. Non, non, ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Très bien. Parce que c'est votre destin, c'est votre sort. Alors, Schopenhauer le disait, le grand philosophe allemand, il disait que malheureux celui qui sait. Alors, vous savez, et on est tous là pour apprendre, pour savoir davantage. Donc, soyons tous disciples de Schopenhauer aujourd'hui, parce que même derrière ce petit malheur, cette petite tristesse, il y a toute une philosophie du bonheur qui vient après. Donc, il faut construire, alimenter cette volonté de résistance. Résistance par rapport à l'ennui peut-être, par rapport à la fatigue peut-être, mais je suis sûr et certain qu'au final, nous serons satisfaits. Il n'y a que du bonheur. Oui, c'est ça. C'est du bonheur qu'on va le sentir après. Ça va venir. Mais le bonheur, on ne le sent pas en temps réel, donc on le sent après. Donc c'est pourquoi il faut développer cette résistance. الجماعات يعني المحليه يعني هي العملات عقاريه الجهاديه غاديه، ولكن بالتالي هو اصدر لو كانت الدوله لديها هذه النيه ديال الجماعات الترابيه لما بقيت حتى المرسوم 2 ابريل 1997 رجع عن النظام الجهادي، بالتالي كان هذه المساله مرتبطه بحقوق الانسان يعني كما هي متعارف يعني عليها يعني الفعل الذي وقع هناك تحولات ايضا جاء يعني السياسه المنظمه العالميه للتجاره المغرب يعني فيها واحد المجموعه من المسائل متعلقه بالشركاء خارج الدول، فيها واحد المجموعه من المسائل متعلقه بالحقوق يعني الاقتصاديه لمختلف الدول الى غير ذلك. بعد ذلك ايضا جاءت يعني الترتيبات التي حصلت يعني في بدايه هذه الالفيه، هو انه السؤال الذي كان مطروح ايضا لا بد من التفكير انه في 1995 جاء تقرير صادق للبنك الدولي في الخطاب ديال الجمعه الثانيه من اكتوبر 1995 على الملك الرحيل حسن رحمه الله قال ان من له ضمير حي في هذا البلد واطلع على التقرير الذي كان تقريرا شاملا لم يترك قطاعا من النقل من الطاقه من التعليم، فالخلفيه التقنيه وحدها عاجزه عن ايجاد اجوبه ملموسه لمشاكل المجتمع، الخلفيه السياسيه وحدها عاجزه عن ايجاد الاجوبه قد تخرج المجتمع من المشاكل التي تخبط فيها، وبالتالي عندما تلتقي الخلفيه السياسيه مع الخلفيه التقنيه تكون المعادله واضحه، تكون المنجزات واضحه، تكون الاخلاق رحبه، تكون الحقوق والواجبات متلازمه، ندافع عن مصالحنا انطلاقا من قيمنا، ندافع عن حقوقنا انطلاقا من الواجبات التي نقوم بها، وهي بطبيعه الحال فسقط القول ان الربيع العربي كان فرصه، وهذا الربيع العربي هذه الفرصه هناك دول حولتها الى وظيفه من اجل ان ترتقي، وهناك دول مع الاسف دخل الى الخليج لاعاده الامور كما كانت لتعود كلمه الى عهد القديمه من اجل الابتزاز الحقوق واضحه امامنا، لكن الشعوب يعني الحقيقيه والنظام الحقيقي لا ينتهي، وبالتالي اختيار الديمقراطيه المساله كما قال السيده لا فرق لنا من الخيار الديمقراطي، ومن بين الحسنات التي جاء بها الدستور 2011 ان الخيار الديمقراطي اصبح من الثوابت التي تقوم عليه الدول المغربيه، هذا شيء ايجابي لا احد كان في المغرب ولو في الخيال ما كان احد يحلم انه خيارات ثالثه كانت الدين المغربيه والدين الاسلامي والنظام الملكي تم اختيار الوحده الترابيه ثم الخيار الديمقراطي والحقوق الانساني وحرياته. ندرسون حقوق الانسان في الماده 55 في الدستور المغربي الحالي يقول بانه يوقع الملك معاهدات ويصادق عليها، غير انه وسع الدستور 2011 وسع من مجال المعاهدات التي لا يوافق عليها الملك لا يصادق عليها الملك الا بعد الموافقه عليها بقانون اطار البرلمان، ومنها المتعلقه بحقوق الانسان وحرياته، حقوق الانسان وحرياته، وبالتالي هذا الامر ترتبط على مجموعه من المسائل، منها ان الدوله يعني رفعت التحفظ، سحبت التحفظ في المتعلقه بقضايا الاجتماع الاقتصادي، وجاء جو رانديز يعني الارجنتين الولايات المتحده جاء الى المغرب واختار بنفسه يعني ما هي يعني الكوميساريات او ما هي الوظيفه الامنيه التي سيزورها ليتاكد من ممارسه الاختفاء يعني عدم المغرب. هذا تحول
merci cher ami pour développer un certain nombre d'idées que je pourrais rassembler synthétiquement autour de deux. La première idée consiste dans le fait que l'évolution démocratique d'un pays s'inscrit dans trois dimensions. Donc vous avez parlé de l'évolution politique, vous avez parlé de la transition démocratique et vous avez parlé de la démocratie. Donc en premier lieu, et en second lieu, vous avez traité de, si vous voulez, de l'équation entre intérêt et valeur. Vous avez évoqué l'exemple marocain, les puissances européennes, les États-Unis d'Amérique, dont ce jeu internationaliste, si vous voulez, qui instrumentalise chaque fois la question des valeurs, puis la question des intérêts. L'une prend le dessus des autres dans un temps enchevêtré, dans une temporalité enchevêtrée. Donc, je vous remercie très fort, Cécile, et je mesure le sacrifice que vous avez fait pour être avec nous aujourd'hui. Donc, je vous remercie énormément. أعطيك كلمة جميل الصديق جلالة الإنسان وقلت واحد الكلمة رؤوفا أنا لن أكون رؤوفا الإنسان. Donc, je vais lui demander de vraiment synthétiser votre communication dans l'espace de 10 minutes. Je peux me permettre, par rapport à lui, mais pas par rapport aux autres invités. Donc, si jamais tu compresses, voilà. Tu compresses dans 10 minutes pour qu'on puisse donner la parole aux personnes présentes, parce que je sais très bien que nous avons des professeurs parmi nous, nous avons des chercheurs parmi nous, des étudiants chercheurs parmi nous, donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc l'interaction serait la bienvenue, bien sûr. السلام عليكم. شكرا أستاذ فاطمة، شكرا للحضور الكريم، الأساتذة الذين التقينا بالارتباط ليواكبوا معنا هذا الحدث الذي أعتبره حدث. شكرا للأساتذة القانون العام، أستاذ مستكفي، أستاذ مجيدي، أستاذ خيار، أستاذ وعروس، أستاذ وئام بالهدى. شكرا للطلبة حقوق الإنسان، طلبتي وطلبة الذين رحلوا من هذه الكلية إلى الرباط فيما عادوا كطلبة باحثين. سننتقل مباشرة إلى قضية الربيع العربي. تحدث الأستاذ سبحان قبل قليل وفي بداية مداخلته حول لو كونسيبت، المفهوم، وكنت دائما أؤكد على أهمية المفهوم والمصطلح والتعريف، لأن ضبط التعريف والانتقال بها إلى المصطلحات والتعبير عنها عن طريق المفاهيم هي ضبط لفعل أكاديمي بحت. هذا الربيع العربي ومعنا الأستاذ الدستوري تخصص القضاء الدستوري، كنا نتحدث دائما عن القواعد المعيارية ونناقش ونتجادل ونتخاصم حول أهمية هذه القواعد المعيارية المتضمنة في الوثيقة الدستورية. هذا الربيع العربي يتحدث عن جميع الإخوان الأساتذة الكرام، ولكي أختصر وأستفيد من 10 دقائق سأذهب إلى صلب الموضوع. ولادة الانتقال الديمقراطي. هل يمكن اعتبار الانتقال الديمقراطي انتقالا دستوريا؟ نتحدث عن انتقال ديمقراطي، هل هو انتقال ديمقراطي أو انتقال دستوري؟ كيف ذلك؟ هذا الربيع العربي ولد انتفاضات، مطالبات بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. خرج لنا ذلك المولود دستور 2011-23. ذلك الدستور الكل الفقه الدستوري التقليداني كما كنا نناقش مع الاستاذ المستكفي عن طريقه تدريس هذه المواد وبالاخص القانون الدستوري والانظمه الدستوريه. هذه النمطيه في تدريس وفهم وتمثل الوثيقه الدستوريه نذهب دائما الى صلب الاحكام الدستوريه ونغفل ديباجه الدستور او تصدير الدساتير وقواعد معياريه خطيره جدا هي الاحكام الانتقاليه. عندما نتحدث عن الاحكام الانتقاليه هل نتحدث عن وجود دستور ينسخ دستور، مثلا الدستور المغربي سنه 2011 في فصل 180 يؤكد على ان هذا الدستور ينسخ دستور 1999 ولكن لا 96 ولكن ياتي في الفصل
176 177 178 178 يؤكد يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنصوص عليه في هذا الدستور أو هذه الوظيفة. يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية إلى حين انتخاب مجلس البرلمان المنصوص عليه في هذا الدستور، ويسمح لمجلسي البرلمان مجلس النواب ومجلس المستشارين بممارسة وفي قراءة هذه الوثيقة الدستورية، لأن هنالك قراءات متقاطعة لهذه الوثيقة الدستورية. هنالك من سيعمل على قراءتها على أن هذه الوثيقة الدستورية منحت كضربة استباقية لما قد يحل بعد الربيع العربي، تطالبون بالحقوق والحريات. جاء المشرع الدستوري ومنحنا وثيقة دستورية مكتملة لدى البعض وممتدة في الزمن لدى البعض. لماذا؟ اصطلاحيا عندما نسمي الدستور بوثيقة نص، يعني أن تلك الوثيقة النص يجب أن تجيب على جميع التساؤلات وجميع الإشكالات التي قد تعيشها المؤسسات الدستورية أو التداخل أو الفاعلين داخل الحقل السياسي. ولكن عندما نتحدث عن الوثيقة الدستورية أو كتابة الدستور على أن هذه الكتابة ممتدة عبر الزمن الدستوري، هنا أؤكد على أن الباب الرابع عشر من الوثيقة الدستورية الذي أكد على الأحكام الانتقالية، تلك الأحكام الانتقالية يمكن أن تراقب من طرف القاضي الدستوري. هنا يتم الانتقال من دور القاضي الدستوري في مراقبة الدستورية لتلك القوانين الصادرة عن تلك المؤسسات التشريعية التي منحت لها الصلاحية لممارسة تلك الوظيفة في الزمن الانتقالي. قد يعمل القاضي الدستوري على اعتبار تلك الوثيقة الدستورية هي ممتدة في الزمن، ويمكن أن نتحدث عن دور إنشائي للقاضي الدستوري. ولكن هنالك فتح قوس لشرعية القضاء الدستوري أو القاضي الدستوري. إذا كانت الوثيقة الدستورية تم التصويت عليها بنعم من جميع المواطنين أو الرفقاء السياسيين، إلا أن هنالك ما يسمى بالدستور الاتفاقي. لأول مرة في الدستور المغربي لدينا ما يسمى بالقراءة الجماعية للوثيقة الدستورية. حاول الفرقاء السياسيين مع اللجنة التي تم تعيينها لإعداد مشروع مسودة الوثيقة الدستورية لإيجاد توافقات دستورية فيما يخص الهوية. لأول مرة تم التنصيص على اللغة الأمازيغية، ولكن لم يحدد المشرع الدستوري كيفية تطبيق هذا الاتفاق. وهنا نتحدث عن الدستور الوثيقة النص، ونتحدث عن الدستور المعنى. والدستور المعنى هو اختصاص أو تخصص الفقه الدستوري أو هذه المدرجات الجامعات والقاضي الدستوري الذي لديه الحق ليس في تفسير فقط الوثيقة النص، ولكن يمكن أن يذهب إلى حد تأويل روح المنطوق في الوثيقة الدستورية لكي يصبح يعمل على إنشاء قاعدة، ولكن لا يمكن اعتبارها قاعدة انتقالية أو قاعدة دستورية، ولكن لابد أن نحاول التركيز في نقط بسيطة جدا لكي أكمل 10 دقائق. الدستور ليست أحكام مسبقة، ليست دستورية الوثيقة الدستورية منحنا الدباجة أحكام عامة ثم الحقوق والحريات الأساسية قبل الحديث عن الملكية وباقي المؤسسات الدستورية. وشكرا لك سيدي الكريم ولدي عود 5 سنوات. Merci, cher ami Javel. Donc, je vais essayer de synthétiser rapidement, sans entrer vraiment dans le détail du sujet. Donc, vous avez essayé d'évoquer ce que vous avez appelé des techniques juridiques, d'ordre textuel, d'ordre procédural, qui permettent d'aller vers ce que vous avez qualifié de camp constitutionnel. Ce camp constitutionnel où le juge constitutionnel joue un rôle fondamental pour arriver, si vous voulez, à
à joindre cette volonté générale au sens ressourciste du terme, c'est-à-dire que la majorité, qu'elle soit représentée au sein de la Constitution, en liant par la diversité culturelle, ethnique, linguistique marocaine. Donc, merci, si j'aimais encore une fois. Donc, on va ouvrir le débat, si vous voulez, avec la présence, on va essayer d'ouvrir une liste, première liste d'intervenants. Donc, vous n'avez qu'à lever la main et j'enregistre votre nom